Bernard Clavel, L'homme du Labrador, chapitre 8. Ce matin, Freddy s'est levé avant l'aube. La proposition de Nelly l'a empêché de dormir. Il le dit avec presque de la colère dans la voix. À présent que j'ai trouvé pour former une équipe, faut absolument que je mette la paluche sur ce sacré Wallace de merde. Je vais le dénicher, tu peux me faire confiance. Je connais assez ce gars-là pour savoir où il peut traîner ses grolles. Nelly saute du lit. C'est mardi, j'ai mon jour. Je pensais qu'on en profiterait pour faire la grasse matinée, mais si tu vas le chercher, je pars avec toi. D'abord surpris, l'homme du Labrador s'est mis à rire. Si tu es décidé à venir avec moi à 7000 bornes d'ici, tu peux bien me suivre pour traverser la Saône. Ils sont vite habillés. Lorsqu'ils sortent, un brouillard épais s'accroche à la cité, empêchant le jour de se lever. Ils marchent en direction de la Saône et passent tout de suite le pont du change comme s'ils avaient hâte d'échapper au quartier, à ses pavés, à ces vieux murs et aux quais où se tiennent les marchés. Arrivés près de Saint-Nizier, ils entrent dans un bar. Deux femmes boivent du café en parlant de leur travail. Elles font les bureaux le matin, avant l'arrivée du personnel. L'une explique. T'aurais connu notre directeur avant Monsieur Laplace, c'était une belle vache. Un Alsacien. On l'appelait le Boche. Ce pourri-là, il apportait de la limaille de fer qu'il prenait chez un serrurier. Il la mettait dans les coins de son burlingue pour voir si on nettoyait partout. Des mecs comme ça, je te jure, ils seraient dans une usine, ils se feraient casser la gueule, vite fait. Elles trempent dans leur café de longues lichades de pain beurré. Freddy les écoute un moment se raconter leur malheur, puis il dit « Tout de même, des vies pareilles, ça vaut pas d'être vécu. Quand je suis rentré du Labrador et que j'ai traversé Paris, je regardais ces pauvres gars qui passent 30 ans et plus dans le métro. Je me disais « Une existence comme ça. J'aimerais mieux me foutre sous le train tout de suite. 30 ans sous terre, merde. » Des hommes sont entrés qui boivent au comptoir en s'entretenant avec le garçon, un petit brin à l'accent espagnol. Freddy les observe un moment. Quand ils s'en iront, je demanderai au garçon. Wallace avait des copains dans le quartier, des terreaux. Ton Wallace, comment ça se fait qu'il venait à Lyon? D'Amérique, ça fait une tirée. Il connaissait du monde par là? Freddy se penche vers elle par-dessus la table où il reste dans la corbeille 2 croissants orange. Baissant le ton, il confie. Tu sais, moi, j'ai pour habitude de jamais fouiller dans la vie des gens. Du moment qu'ils sont corrects avec moi, leur passé, ça me regarde pas. Wallace, il a toujours été correct. Seulement, c'est sûrement pas en faisant le sacristain qu'il a ramassé son blé. C'est un gars qui a plus ou moins traficoté dans le monde de la bourse. Cette famille-là, ça connaît pas de frontières. En tout cas, il parlait souvent de lui. Je m'en demande pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a des relations dans le secteur. Les clients sont sortis. Laissant son feutre sur la table, Freddy se lève et va s'accouder au comptoir d'acajou verni. Il lance un regard méfiant en direction des femmes de bureau qui continuent de parler haut sans se soucier de lui. Puis s'inclinant vers le garçon, il demande « Wallace, un nommé Dylan Wallace, ça vous dit quelque chose ?» L'autre fait une moue, réfléchit un instant et demande « Ce serait un habitué ?» Non, mais il aurait pu venir ce mois-ci à plusieurs reprises. Il le décrit comme il l'avait fait aux Trois Maris. Il montre sa main et parle des gelures. Le garçon l'interrompt. « Alors là, je suis certain que je l'ai jamais vu, jamais. Ça m'aurait frappé. Vous pensez, des mains comme ça. » Freddy remercie. Il règle les cafés et les croissants, puis revenant prendre son feutre, il dit à Nelly. « Viens, c'est plutôt côté Croix-Rousse qu'on a des chances. » Le brouillard est toujours épais, mais un vent qui semble monter de la Saône apporte une lumière glauque pour la mêler aux lueurs des vitrines et des enseignes. La circulation, déjà dense, pétrit cette pâte de l'aube qu'elle empoisonne de ses fumées. Sur la place des terreaux dont il longe la face ouest, le jour paraît déjà dominer les clartés de la nuit. La cloche des tramways s'énerve. « On va monter par là, dit Freddy. Je sais qu'il avait été en contact avec un gars dont le père était soyeux. Il m'a parlé d'un troquet pas loin de la ficelle, mais j'ai plus le nom en tête. » Il monte, tourne à gauche. Les tramways surchargés descendent vers le centre. Quand je vois ce monde dans les boîtes à sardines, je me trouve heureux, tu peux me croire. Ils sont pas forcément malheureux, faut bien bosser tout de même. Bosser comme ça, merde alors. T'es marrant toi, tu voudrais pas que tous ces gens-là se retrouvent au Labrador? Il se met à rire pour lancer. Sûrement pas, ou alors c'est moi qui resterai ici. Et voilà qu'il se prend à imaginer la ville complètement déserte. Rien, le vide. Des milliers de portes et de fenêtres grandes ouvertes. Un vent terrible fait claquer tout ça et amène du Grand Nord des neiges à l'infini. Nelly paraît ébahie.
De loin en loin, elle laisse aller un petit rire qu'elle étouffe pour ne rien perdre de ce qu'il raconte. À présent, il les a amenés tous les deux dans ce lion polaire. Ils ont un attelage de 10 chiens splendides et sillonnent la cité en tous sens, traversant Rhône et Saône pris par les glaces, s'arrêtant où bon leur semble pour explorer les immeubles déserts dont les richesses leur appartiennent. Ils sont, comme aujourd'hui, à la recherche de Dylan Wallace qu'ils finissent par découvrir à la tombée de la nuit. Le vent glacé leur a apporté des éclats de voix. Ils ont cherché en remontant le vent. Les chiens ont filé droit sur l'endroit d'où venait cette voix, près de Perrache. Une immense brasserie merveilleusement illuminée. Braillant à tue-tête une chanson de marche de l'armée américaine, Wallace est attablé devant des rangées de bouteilles. Il semble avoir bu de tout. Sans doute a-t-il essayé de terribles mélanges. Alors qu'il le regarde depuis l'entrée, l'homme aux mains mutilées se lève. Prenant une à une les bouteilles par le goulot, il les lance derrière le comptoir, visant celles qui demeurent alignées devant une immense glace sur des rayons de verre. Nelly veut intervenir, mais son compagnon le retient. Laisse-le faire, c'est à personne, c'est plus qu'à nous. La ville nous appartient. On peut vivre 100 ans. On ne viendra jamais à bout de voir tous les bistrots et toutes les caves. Lorsque Freddy achève son récit, Nelly lui serre le bras très fort en disant « T'es formidable. J'ai jamais vu un homme comme toi. Je sais pas où tu vas chercher tout ce que tu racontes. Des vrais romans. Mon pauvre petit, quand on a vécu ce que j'ai vécu, on voit des choses que personne d'autre pourrait voir. » Il s'arrête soudain à l'angle de 2 rues. Désignant une façade grise aux hautes fenêtres, dont quelques-unes seulement sont éclairées, il demande « Est-ce que tu connais les gens qui habitent là-dedans ?»« Non, et toi ?»« Moi non plus. Mais si tu veux, je peux tout de même te raconter leur vie. »« Leur vie ? T'es fou. Tu sais même pas leur nom. » ?»« Ça fait rien, Nelly. Je te la raconte, et je suis certain que tu me crois. » Elle a un haussement d'épaule. « Ma foi, un jour qu'on aura le temps, on essaiera, n'importe où, et tu me croiras. » « Et alors ? » ?»« Alors, ce sera bidon. Seulement ici, toutes les vies se ressemblent. Je peux te raconter n'importe laquelle, tu me croiras, et tu auras raison. » Il se tait et se remet à marcher. Après une dizaine de pas, Nelly soupire. « Tu crois ça ? Ben, moi, je peux te dire que la vie de mon patron, c'est pas la mienne. Sans aller plus loin, hein. Parce que si je compare avec le patron de mes vieux, usine, chauffeur et tout, si tu vois ça de la même couleur, toi. » Il semble que Freddy ne l'écoute pas. Il vient de tomber en arrêt devant un bistrot dont la devanture de bois peinte en vert occupe un enfoncement dans une ruelle montante, à quelques pas de la grande rue. Bon Dieu, chez Joss, c'est là. Ça vient de me revenir juste comme je lis le nom. C'est pourtant simple à se rappeler. C'est là, j'en suis certain. Entraînant Nelly, il fonce vers ce café où des silhouettes se devinent mouvantes et sombres, derrière les vitres embuées.